Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour la suite de l'axe 1 du thème 2 du cours de terminale spécialité consacré à la dimension politique de la guerre. Grand 2, le modèle de Clausewitz à l'épreuve des guerres irrégulières d'Al-Qaïda et de Daesh au XXIe siècle. A. Des guerres aux enjeux internationaux. Le djihad mené par les organisations terroristes islamistes Al-Qaïda et Daesh marque au début du XXIe siècle un tournant dans l'histoire de la guerre. Les conflits interétatiques s'effacent au profit des guerres irrégulières aux enjeux transnationaux. Et tout d'abord la guerre irrégulière d'Al-Qaïda de 1987 à 2011. Al-Qaïda est une organisation terroriste internationale fonctionnant en réseau. Elle a été fondée par Ben Laden, un Saoudien déchu de sa nationalité en 1994. Ben Laden trouve alors refuge en Afghanistan où il a combattu dans les années 80. Les attentats du 11 septembre aux États-Unis sont revendiqués par Al-Qaïda et sont à l'origine d'une guerre globale contre le terrorisme menée sous l'égide de l'ONU par les États-Unis et leurs alliés. L'opération Enduring Freedom en Afghanistan en 2001 vise à détruire Al-Qaïda et renverser le régime des talibans qui la protègent. Il s'agit d'un conflit asymétrique qui oppose donc des armées conventionnelles à un groupe terroriste aux moyens relativement réduits. La lutte contre un terrorisme déterritorialisé et mondialisé est difficile à mener par des acteurs étatiques traditionnels qui s'appuient sur leur puissance de frappe sur des espaces clairement définis. Cette guerre prend le contre-pied de la guerre réelle de Clausewitz car Al-Qaïda ne défend pas les intérêts d'un État et ne souhaite pas obtenir des gains territoriaux grâce à des négociations. La coalition occidentale défend, elle, la démocratie et ses valeurs. Cette guerre se rapproche de la guerre absolue par la radicalisation des belligérants, la cruauté des terroristes, mais aussi les bombardements occidentaux et l'assassinat de Ben Laden après une longue traque le 2 mai 2011. Dans les deux cas, il s'agit d'éliminer l'adversaire et de mener la lutte du bien contre le mal. Enfin, conformément au modèle du théoricien prussien, les nations occidentales sont plongées dans le brouillard de la guerre en raison des conditions éprouvantes de la traque des terroristes et de l'enlisement des armées, alors que les filiales terroristes sont en recomposition permanente. La guerre irrégulière de Daesh maintenant, de 2006 à 2019. Daesh est né d'une scission avec Al-Qaïda qui profite de la déstabilisation de l'Irak après l'intervention américaine en 2003 et la chute de Saddam Hussein et de la guerre civile en Syrie à partir de 2011. L'organisation recourt aux mêmes moyens de propagande et calque la stratégie de ramification en multipliant ses filiales et en reconnaissant des cellules qui lui prêtent allégeance. Sa notoriété, relayée par les réseaux sociaux, lui permet d'attirer des candidats au djihad du monde entier. L'organisation terroriste multiplie alors les attentats et cumule les victoires militaires sur le terrain. En 2014, son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, proclame le califat. Daesh acquiert donc une dimension territoriale et se dote des attributs d'un État, impôts, armée, administration, à l'exception de la monnaie. Face à cette menace et aux violences de masse commises à l'encontre des civils, comme les yézidis, une coalition internationale se met en place et mène des opérations en Irak et en Syrie. Le combat mené par Daesh échappe en partie au modèle théorique de Clausewitz, car si le groupe islamiste renoue avec l'aspect étatique, les terroristes ignorent les frontières et donnent une dimension transnationale à la guerre. La radicalisation les conduit à multiplier et filmer les massacres. C'est de l'hyperterrorisme. Cette violence relève en partie de la guerre absolue. La guerre menée par les États-Unis renoue avec le modèle clausewitzien, mais contredit aussi en partie ce modèle. L'objectif militaire initial est bien politique, avec la destruction de l'État islamique, mais les forces alliées locales mènent, elles, une guerre illimitée contre Daesh. La victoire relative de la coalition internationale et de ses alliés au sol n'aboutit pas davantage à une nouvelle stabilité politique. Or, selon Clausewitz, c'est à ces effets politiques que l'on évalue le résultat d'une guerre. Après ces deux exemples, grand B, les nouvelles modalités de la guerre au XXIe siècle. Et tout d'abord, de nouveaux facteurs. Les conflits identitaires se multiplient avec l'affirmation de l'islamisme au Moyen-Orient et le nationalisme en Europe orientale. Le facteur socio-économique joue aussi un rôle majeur avec le développement de la piraterie et des trafics. Le terrorisme international se développe dans les années 70 et les années 80. Il est utilisé par des acteurs politiques qui peinent à se faire entendre dans un contexte bipolaire. C'est le cas par exemple de l'Organisation de libération de la Palestine, qui procède à des détournements d'avions ou à la prise d'otages d'athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 et qui fera 17 morts, dont les 5 terroristes. Dans les années 80, les attentats sont utilisés par des États pour faire pression sur les puissances, comme l'attentat rue de Rennes à Paris en 1986 pour le compte de l'Iran ou celui de Lockerbie par la Libye en 1988.
Dans les années 90, un tournant s'opère avec le développement d'un terrorisme transnational dont Al-Qaïda et Daesh en sont les leaders concurrents. Ce sont des guerres asymétriques et le plus souvent irrégulières. Le concept s'est développé aux États-Unis dans le cadre de la guerre du Vietnam. Il désigne des affrontements entre deux ennemis de force inégales et dont le plus faible peut utiliser des moyens non conventionnels comme les attentats ou la guérilla. Elles impliquent le plus souvent des acteurs non étatiques qui n'appartiennent pas à une armée régulière ou des armes qui ne sont pas conventionnelles. Dans ces guerres irrégulières, la loi et le droit international ne permettent plus de protéger les populations qui subissent attentats, massacres, violences de masse, et les combattants qui subissent la torture. Aujourd'hui, la plupart des conflits sont intra-étatiques, ce qui rend difficile l'intervention de l'ONU. Les États voisins ou les puissances interviennent en revanche dans ces guerres civiles pour soutenir un acteur ou défendre leurs intérêts. Le droit de la guerre est alors de moins en moins respecté et les civils sont les principales victimes. Les conflits sont marqués par des enjeux à différentes échelles. La guerre en Syrie est de ce point de vue un exemple éclairant. Il s'agit au départ d'une guerre civile puisque le dirigeant Bachar el-Assad décide d'envoyer l'armée face à des manifestations en faveur de la démocratie et des libertés lors du printemps arabe de 2011. C'est le début d'une longue guerre civile dans un pays marqué par une grande diversité et des oppositions et tensions entre Kurdes et Alaouites. La Syrie est au cœur des enjeux de puissance des acteurs régionaux et mondiaux. À l'échelle régionale, l'Arabie saoudite soutient les insurgés syriens pour affaiblir l'Iran qui soutient Bachar el-Assad. À l'échelle internationale, le dirigeant syrien a le soutien de la Russie, alors que les insurgés et les Kurdes ont le soutien timide des Occidentaux. L'arrivée de Daesh a complexifié le conflit. Russes et Américains ont bombardé un même ennemi tout en soutenant des acteurs différents, eux-mêmes en guerre. Alors, grand C, faut-il achever Clausewitz ? L'émergence de nouvelles formes de conflictualité, et en particulier la montée en puissance du terrorisme international, semble remettre en cause cette définition. Le terrorisme n'est pas une guerre conventionnelle clausewitzienne, car la violence n'est pas normée, codifiée, encadrée, institutionnalisée par un État. Ce n'est pas non plus une petite guerre que Clausewitz définit comme une forme de guérilla avec ses troupes légères pour harceler l'ennemi et économiser ses moyens militaires. Le terrorisme est une dérégulation de la guerre, car il relève du droit commun, puisqu'il ne tue pas par nécessité et ne cherche pas à préserver la vie dans le conflit, quitte à utiliser sa propre vie comme arme d'ailleurs. Les terroristes sont considérés comme des civils, c'est la police qui intervient et lutte contre le terrorisme international. Le but de guerre n'est plus la victoire, c'est-à-dire gagner une relation en remportant des batailles, puisqu'il accepte l'échec militaire qui peut déboucher sur une victoire politique. Pourtant, les armées étatiques mènent une guerre contre le terrorisme. Le terrorisme relève également de la politique. Les terroristes forment des sociabilités fortes et structurées. Chaque membre est reconnu comme un combattant, avec la construction d'une armée structurée et institutionnalisée. Cet acteur politique a recours à la violence armée pour agir à des fins politiques, car chaque acte commis a pour finalité de peser sur des négociations et donc des relations, selon Clausewitz. Et maintenant, en conclusion, la guerre est un caméléon. Face à la multiplication des conflits asymétriques et du terrorisme transnational, la théorie de Clausewitz paraît remise en cause. Les succès militaires n'engendrent pas nécessairement des succès politiques. Sans déclaration de guerre, les conflits actuels marquent durablement les sociétés. Dans les pays occidentaux, la rhétorique guerrière est omniprésente. Cependant, le concept de Clausewitz reste bien présent, car il rappelle que les objectifs politiques restent au cœur des enjeux militaires. Il rappelle aussi que la guerre est un caméléon. Le terrorisme est bien une mutation de la guerre, un nouveau type de conflit qui brouille notre conception politique de la guerre dans nos sociétés normées. L'enjeu est en fait de repenser la façon de faire la paix en tenant en compte de cette mutation dans la façon de faire la guerre. Je vous remercie et nous poursuivrons une prochaine fois sur les défis de la construction de la paix.